Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. J'arrêterai qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme, comment ça va? Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir. Et au sommaire de cette émission, la réforme des retraites engagée par le gouvernement alimente tous les débats. Jeudi, une mobilisation est prévue. Les grands points de friction, âge de départ, nombre d'annuités, puis prise en compte de la pénibilité, pension de retraite minimale. On évoquera les pistes de réponse grâce à l'éclairage de notre grand Jean-Claude Delgene, président fondateur du cabinet Technologia. Point épineux de cette réforme des retraites, celui de la pénibilité au travail dans certaines filières, au premier rang desquelles les métiers du bâtiment. Cédric Dacosta, dirigeant de la société Arco, qui emploie près de 50 salariés, plombiers, couvreurs et maçons, en parlera avec nous. Et puis, et si la lutte contre la pénibilité du travail passait déjà par une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, c'est ce que l'on verra avec Jérôme Ballarin, président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail, pour mesurer quelles sont les avancées dans ce domaine. Et si cette révolution devait passer d'abord par le recrutement pour favoriser la gestion vie privée, vie pro des salariés, c'est ce que l'on évaluera avec le concours de Guillaume Dacugna, non seulement investi aux côtés de Jérôme Ballarin afin de garantir une meilleure qualité de vie au travail au sein de Disneyland Paris, dont il est vice-président, mais également d'avoir conservé ses salariés pendant un très long laps de temps. Et puis on va en parler bien entendu avec vous au 0826 300 300. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et comme chaque mardi avec notre expert Jérôme Laverny, avant on pose le sujet. Jérôme, ces réformes de retraite, on parle d'emploi-retraite, forcément il y a un lien. Oui, d'emploi-retraite et pas d'emploi senior. C'est le premier point sur lequel moi je voulais insister aujourd'hui. Il y a un grand absent de ces débats, en tout cas trop peu fréquent ou mal fréquent, mal posé, celui de l'emploi des seniors. On ne peut envisager de reculer un âge quelconque de la retraite sans se préoccuper de façon active, pas simplement dans le verbe, dans les paroles, mais dans les actes de l'emploi des seniors. Et force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que de vieilles recettes ou des choses qui sont assez caricaturales. On a parlé d'index par-ci, de name and shame par-là, où l'État, les pouvoirs publics, revêt comme traditionnellement sa casquette de père fouettard et pampan-cucu les entreprises qui seraient mal disposées à l'endroit de l'emploi des seniors. Ça tombe mal parce que si jamais c'était le cas et qu'un index était mis en place, l'État serait fortement mis à l'index, puisque ce que l'on ne dit pas assez, c'est que sur les emplois en alternance, l'État s'est auto-octroyé cette possibilité de ne pas recruter des alternants au-delà de 29 ans. Donc là, ça part très très mal. L'emploi des seniors, il n'y a strictement rien. Aucune mesure, aucune stratégie, ce réflexe systématique de vouloir culpabiliser les entreprises. Pour autant, il n'y a pas de territoire sans une mission locale, et l'indifférence à l'endroit de l'emploi des seniors est redoublée par une frénésie, une hystérie, dirais-je, sur l'emploi des jeunes. Et on ne rappelle pas assez que nous sommes encore aujourd'hui dans un plan d'urgence emploi qui s'appelle Un jeune, une solution. Et ce qui est complètement discriminatoire. J'ai une question. Oui. J'ai une question. Non, mais laissez jusqu'au bout. L'emploi des seniors, parce qu'on a regardé avec Philippe David en me disant, on est dans l'entreprise, on est senior à partir de quel âge en fait, Alors moi, alors pour se consoler, parce moi que certains je loge la 35 ans, 45 oui, c'est ans. ça. Moi je loge la senioritude à partir de 30 ans, ça permet de se consoler de quelques cheveux blancs et de considérer que Sud Radio est un bain de jouvence qui permet de... Non, la senioritude. Non, en réalité, oui, 40, 45 ans, peu importe, ça dépend des secteurs, ça dépend des métiers, mais quoi qu'il en soit, rien n'est strictement prévu. On a des missions locales partout dédiées exclusivement aux jeunes sur l'ensemble du territoire français. Il n'y a pas de mission pour les seniors. Les contrats engagement jeunes disent bien et portent bien leur nom. Donc il y a une frénésie, une hystérie sur les dispositifs jeunes. Et on voit pointer le bout de son nez à une solution qui consisterait à, de façon symétrique, établir des dispositifs pour les seniors. Non, non, non. Un plan d'urgence pour l'emploi de gens qui se retrouvent dans des situations très difficiles. Pour autant, ce qu'il faut dire, et ça c'est très important, c'est que les seniors d'aujourd'hui, et les futurs retraités, les imminents retraités d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Il n'y a plus de poste de poinçonneur des lilas.
Ça n'existe plus. Comme d'autres métiers qui vont disparaître. Pour se reconvertir, il faut aujourd'hui manier l'outil informatique, ce qui n'est pas la particularité et l'unanimité des seniors. Il n'y a pas de dispositif de reconversion, des dispositifs d'aide. Le CDD senior qui est d'une bêtise, tellement une inutilité tellement crasse que personne ne l'utilise. Donc voilà, il y a urgence. Avant des retraites, c'est sa thérapie, sur l'emploi des seniors. Tous les mardis, c'est le divan. Oui, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça Du me fait coup, énormément il de bien, vieillit moins vite. Notre Voilà. invité Jean-Claude Deljeune est avec nous, président fondateur du cabinet Technologia. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Cette vous. réforme des retraites, forcément, que propose le gouvernement. Plusieurs questions. Est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce qu'elle est indispensable? Sur le fond, est évoqué un dispositif pour rétablir des équilibres qui sont, suivant les rapports que l'on prend, plus ou moins contestables. On a, je dirais, des rapports un peu contradictoires d'ailleurs du corps. Bon, et effectivement, le gouvernement fait état d'un déséquilibre à terme de près de 100 milliards pour justifier une réforme qui est quand même assez rude, surtout pour les salariés qui ont commencé très tôt à travailler, puisque le déport de 2 ans pour partir à la retraite, plus en additionnant l'accélération du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à temps plein, ce sont quand même des mesures qui sont assez déstabilisantes aujourd'hui pour les personnes à partir de l'année 60, ceux qui sont nés en 68, ceux qui ont aujourd'hui 55 ans. Donc voilà, on est dans une situation. Alors le gouvernement présente sa réforme en montrant, et c'est le sujet aujourd'hui de ce soir, que la pénibilité sera prise en compte, qu'on va faire des efforts en matière de pénibilité, mais il faut garder juste mesure, puisque en fait, si on regarde le dispositif mis en place en 2015, qui a été rénové avec la loi de septembre 2017 sur le travail, ce dispositif a concerné en tout et pour tout à ce jour à peu près 12 000 personnes. Or, par exemple, l'an dernier, en 2020, on a les chiffres pour 2020, vous avez eu 690 000 nouveaux retraités. Donc, vous voyez, 12 690 000. Donc, on est loin du compte. Donc, alors, moi, je suis très favorable à revoir et à enrichir le dispositif de prévention de la pénibilité qui touche en particulier, c'est vrai, les seniors. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il est très coûteux, en particulier pour les individus. Prenons un exemple. Vous travaillez 8 heures par jour. Eh bien, si vous rajoutez 2 heures, vous passez les 2 dernières heures marginales, elles sont très coûteuses pour l'organisme parce que vous êtes fatigué. Eh bien, la vie, c'est pareil. Vous travaillez, par exemple, 50 ans, globalement, ça va. Et puis, les 10 dernières années... elles sont compliquées. Elles deviennent compliquées parce qu'il y a une usure physiologique. Alors, le compte pénibilité tient compte de cette usure physiologique. Alors, vous voyez, par exemple, on parle du travail de nuit. J'en parlais tout à l'heure avec Patrick Roger qui me disait qu'il se levait tous les jours à 5 heures du matin. Bon, le travail de nuit, c'est très érodant en termes physiologiques. Le travail de nuit, c'est de minuit à 5 heures du matin. Bon, quand vous travaillez de nuit, on le sait, c'est prouvé, c'est étayé, vous avez un risque de mortalité 11% supérieur, toutes causes confondues, donc c'était démontré par Harvard. Vous avez des maladies cardiovasculaires en croissance à peu près de 20%. Une étude, par exemple, sur les infirmiers de nuit l'a démontré. Vous avez des troubles du sommeil, vous avez de l'obésité, de l'anxiété. Enfin, il y a toute une partie de votre vie qui est largement perturbée par le travail de nuit. Et dans la pénibilité, c'est un des premiers facteurs à prendre en compte. Donc, il est nécessaire de faire beaucoup plus en matière de prévention. Alors, je rajouterai une dernière chose sur la question, sur cette problématique. Le gouvernement dit on maintient le dispositif de compensation. On peut rentrer dans le détail, si vous le voulez, après, de la pénibilité, de ce que l'on entend par pénibilité. Mais donc, en fait, vous avez des points qui vous permettent de partir plus tôt et vous pouvez gagner 2 ans. Bon. Et jusqu'à présent, les gens qui devaient partir, par exemple, à 62 ans, pouvaient partir à 60 ans. Demain, à partir de 2030, ceux qui font en fait partir à 64 ans pourront partir à 62 ans. Donc en fait,
globalement, je pense que si on avait voulu être juste dans cette réforme, il aurait fallu maintenir le départ à 60 ans pour ceux qui avaient déjà payé un lourd tribut en matière de pénibilité. Eh bien, vous restez avec nous, Jean-Claude Elgin, on sera avec nous, on sera avec vous jusqu'à 20h avec cette question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. La réforme des retraites est-elle souhaitable, faisable ou indispensable? Pour l'instant, vous dites faisable à 40% et beaucoup de tweets qui nous disent l'option non merci, pas de retraite, en tout cas pour pas de changement de retraite. Vous êtes plus enclin à dire que finalement vous voulez pas que ça change du tout. Vous nous appelez 0826 300 300. On est avec nos invités et Jérôme Laverny, notre expert, jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Effectivement, Jérôme Laverny est avec nous. On parle emploi, vous savez, tous les mardis dans les vraies voix de l'emploi. On revient sur pas mal de sujets. Forcément, en ce moment, on est sur la réforme des retraites, à l'aube des premières manifestations. On en parlait avec Jean-Claude Delgen, qui est avec nous, président fondateur du cabinet Technologia, justement sur cette pénibilité au travail, Jérôme Laverny. Alors, le postulat de départ de cette réforme en l'espèce, c'est de considérer que l'allongement de la vie vaudrait donc allongement de la vie professionnelle. Manque de bol, Félix Mathieu nous annonçait tout à l'heure, j'entendais dans les informations, qu'en Chine, visiblement, l'espérance de vie a tendance à reculer. Et puis, est-ce que c'est véritablement souhaitable? Est-ce qu'on peut faire des équations de la sorte? Est-ce qu'on peut, par exemple, considérer qu'un enfant de 12 ans aurait la condition physique de pouvoir travailler? Est-ce que c'est souhaitable, en fait? Est-ce que cela ne relève pas d'un choix de dire, non, à 12 ans, on ne travaille pas, et non, à 65 ans, on ne monte pas sur un toit, on ne soulève pas des poids qui sont absolument considérables, on ne travaille. Est-ce que à un moment donné, comme pour un enfant de 12 ans, où il a fallu à un moment donné dire non, il n'y a pas d'enfant qui doit descendre dans les mines et on arrête le travail pour les enfants, est-ce que de la même façon, on ne peut pas, relevant d'un choix de société, considérer que même si des gens veulent travailler au-delà de 65 ans, il y a quelque chose d'inhumain à un moment donné dans le cadre de certains métiers, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas faire des règles comme ça qui sont aussi sottes. On va en parler avec un entrepreneur. Cédric Dacosta est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes dirigeant d'une PME. Vous travaillez dans le bâtiment qui s'appelle Arco. D'ailleurs, si vous nous écoutez, 0826 300 300, appelez-nous si vous travaillez dans le bâtiment pour être sur le terrain et comprendre. Vous, forcément, on parle de pénibilité. C'est vrai que le bâtiment n'est pas épargné par cette notion. Comment vous travaillez ? C'est une vaste question. Oui, disons qu'effectivement l'ensemble des salariés, tout corps d'État confondus, dans le bâtiment, sont confrontés. Ils sont tous confrontés à la pénibilité, soit par des ports de charge. Ils seraient régulièrement sujets aux intempéries, notamment les travail à l'extérieur. Exactement. S'il pleut, il neige, il fait froid, il fait chaud, la réverbération du soleil. Ils sont constamment soumis à ces conditions climatiques et forcément, arrivé à un certain âge, je pense que le corps le fait ressentir et il me semble évident que rallonger notamment leur carrière, généralement qui sont déjà des carrières longues, s'ils ont souvent commencé à travailler très jeunes. Très jeune, oui. C'est un peu difficile. Pour le dire autrement, même s'il y a toujours des exceptions, est-ce que couvreur à 65, 67 ans, c'est jouable? Ça me semble limite quand même. Très compliqué. Oui. Ouais. Voilà. Jean-Claude Delgen veut réagir. Ouais, je voulais revenir sur ce qui est en fait dans le micro, Jean-Claude. Ce qu'a dit Jérôme sur la question de l'espérance de vie, parce que c'est d'une des hypothèses fondamentales de la réforme. De la réforme, absolument. Voilà. Moi, je vais simplement donner. Je veux simplement donner 2 chiffres qui sont intéressants. Pour caler la réforme de 2014, j'ai repris donc l'analyse. Et en 2014, en 2011, l'INSEE prévoyait en fait une espérance de vie pour 2021. La prévision était de 28,3 espérance de vie. En plus, donc. Et là, en fait, dans le réel, on était à 27,5 pour les femmes, 23,9 pour les hommes, 23. En fait, tout ça pour dire que les prévisions qui ont permis la réforme de 2014, en fait, ne se sont pas réalisées. Or, aujourd'hui, on nous ressort... Or, aujourd'hui, on ressort des mêmes estimations de progression linéaire de l'espérance de vie. Et en fait,
ces chiffres démontrent sur 10 ans, 2011-2021, qu'on n'y est pas. Donc il faut faire attention à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Il n'est pas du tout évident que l'on va progresser d'une telle ampleur en matière d'espérance de vie. Aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, l'espérance de vie, par exemple, en bonne santé a reculé. Oui. En France, l'espérance de vie globale a baissé aussi. Voilà. Aux USA. Donc c'est au cœur du problème parce que on vous dit on va vivre plus longtemps, il faut donc plus de cotisants pour payer les gens qui vivent plus vieux. Oui, c'est ça. Voilà. Donc à partir du moment où les trajectoires d'espérance de vie ne sont pas celles qui nous sont données, on peut s'inquiéter sur les calculs qui sont faits. Jérôme Laverny. Donc l'autre postulat de départ, parce que le premier postulat c'est de dire allongement de la vie professionnelle. L'autre postulat c'est de dire les caisses sont vides, remplissons les caisses. Et moi je veux bien parier et mettre la main de Philippe David au feu. Les deux même. Les deux bien sûr. Il est digne de Funès. Ils peuvent me torturer, je ne dirai rien. Non, moi je ne dirai rien du tout. Simplement pour dire que le coût de prise en charge des allocations chômage des seniors allant jusqu'à 65-67 ans va être à mon avis bien plus substantiel que les retraites qu'on va devoir verser. Sauf que là, on revient à l'idéologie du temps. Tous les chemins mènent à l'ego. Tous les chemins mènent au nombril. Oui, ce qui est intéressant, c'est de prendre des mesures qui n'aient pas d'impact. C'est tout à l'ego, oui, c'est ça. C'est tendancieux ce que je viens de dire. Je pensais qu'on était dans une maison santé. C'est ça. Oui, les mesures là ne vont pas avoir un impact immédiat, mais à long terme. Donc, eh bien, les politiques qui prennent ces décisions s'en fichent éperdument. Et c'est Cédric Dacosta, juste pour le faire réagir, pardon, Jean-Claude Delgen. Cédric Dacosta, est-ce que ça veut dire que chez vous, il va falloir que vous réfléchissiez peut-être autrement, de dire que l'expertise, il faudra plusieurs expertises peut-être pour faire tourner dans différents métiers pour éviter cette trop grosse charge, cette pénibilité? Alors, très honnêtement, nous en interne, pour ceux pour qui c'est possible, on essaie de faire évoluer leur métier, notamment en leur proposant des postes, on va dire, plus au bureau. Voilà. Moins exposés. C'est ça. Par exemple, dans le cadre de chiffrage, de conducteurs de travaux, où ils supervisent vraiment sans être sur le terrain et porter des charges, etc. Et ce que je constate aussi, c'est qu'arrivé à un certain âge, il y a un certain nombre de maladies professionnelles chez cette catégorie, forcément de personnes d'un certain âge qui travaillent dans le bâtiment, et on se retrouve avec des mi-temps thérapeutiques, plein de situations assez difficiles des incapacités à gérer en interne, parce que sur une grosse structure, effectivement, on peut plus facilement s'adapter, mais sur les petites structures comme la nôtre, forcément, un salarié est très important. Si demain vous avez en termes de temps d'activité, un demi-salarié, ça chamboule tous vos plannings et vous devez vous adapter, réaménager. Pour qu'on soit concret, idéalement, quand on travaille dans le bâtiment sur des métiers compliqués, comme vous venez de l'énoncer, il faudrait partir à quel âge? Je pourrais pas répondre, c'est assez difficile. Néanmoins, il me semble que quelque chose de très pertinent serait de regarder aussi l'espérance de vie des ouvriers et de constater, sans doute que l'espérance de vie des ouvriers est inférieure à celle sans faire de généralité non plus grossière, mais ou d'un cadre, est inférieur, et à partir de là, se dire que est-ce qu'il est normal que ces personnes-là travaillent autant de temps que voilà. Qui veut réagir? Oui, Philippe David me parlait de l'ouvrage de Martin Nadeau, le député creusois qui, montant à la capitale, était maçon et racontait l'histoire des maçons. Il racontait notamment que son père a renoncé à ce dur métier, parce que pour le coup, il fallait faire les façades, etc., à l'âge de 48 ans. Oui. On est au 19e siècle. Sacré recul en arrière. On a des chiffres, Jean-Claude Delgen, là-dessus? Oui, je voulais donner un chiffre justement parce que tout à l'heure Jérôme parlait de la question du transfert de coûts vers l'assurance chômage. Vous allez nous le donner dans un instant. On fait un gros teasing là. Vous allez nous donner un chiffre incroyable, puisque là il y a un truc qui s'appelle la pub et il ne faut pas la rater, parce que sinon on ne paye pas Philippe David. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Merci beaucoup Cédric Dacosta, vous restez avec nous aussi, Jean-Claude Delgen et Philippe David bien entendu, Jérôme Laverny. 0826 300 300, c'est votre émission, on parle d'emploi aujourd'hui, si vous voulez nous en parler. On vous attend au standard, à tout de suite.